Je vais commencer par me présenter, excusez-moi, et puis je te donnerai la main par la suite, comme ça tu enchaînes avec ton PowerPoint. Donc je me présente, je suis Anaïs Ferrand, je fais du conseil en douane voilà, depuis quelques années à présent. Je vais donc animer ce webinaire, répondre à vos questions dans le chat et je suis donc accompagnée de Stanislas. Donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, il y aura un prochain webinaire prévu toujours sur le thème douanier, sur le représentant en douane, prévu donc le 7 février 2025, donc l'année prochaine, à 11 heures. Vous recevrez prochainement donc, des communications par mail de l'association sur ce prochain événement, donc le représentant en douane. Je vais commencer à introduire le sujet puisque le temps passe et puis on partagera les slides après. Alors, l'objectif de la journée, très simplement, de la matinée, enfin de l'heure plutôt, est de parler de nos deux sujets préférés, contrôle et contentieux, à la fois sur des aspects de procédure, de risque et de droit et de devoir que l'on a au cours d'un contrôle et dans le cadre d'un contentieux douanier, avec une particularité, c'est qu'on va faire un focus sur les différents arrêts qui ont été rendus au cours de cette année, lesquels arrêts nous permettent d'avoir une indication sur éventuellement les aléas ou les sujets à risque et les sujets sensibles du moment. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui n'ont pas subi de contrôle douanier, gardez en tête deux éléments importants. La douane, comme tout le monde maintenant, fait de l'analyse de données et donc est tout à fait capable d'identifier les sujets sur lesquels vous êtes potentiellement à risque. Je prends un exemple très simple que tout le monde pourra comprendre. Vous avez des exportations vers la Russie. Eh bien, au moment où vous faites des déclarations, alors je ne vous le conseille pas, j'espère que ce n'est plus le cas. Mais si c'est encore le cas, effectivement, la douane connaît déjà vos flux, sait déjà quelles sont vos zones de risque et pourrait être amenée à contrôler spécifiquement ces flux-là. Ça veut dire que comment naît un contrôle douanier, qui est une question qui nous revient tout le temps. Eh bien, un contrôle douanier est initié pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est éventuellement la sensibilité de vos flux ou de vos produits, et éventuellement le cumul des deux, c'est-à-dire le couple pays-produit. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la douane a une alerte et le radar se déclenche, entre guillemets. C'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez des contrôles qui se sont avérés positifs dans votre secteur, lesquels contrôles concernent vos concurrents, vos confrères, peu importe. Et donc, la douane, automatiquement, dans les autres sociétés du secteur, va initier ce même type de contrôle. C'est la deuxième possibilité. Donc, première possibilité, la sensibilité de vos flux. Deuxième possibilité, la douane a exercé des contrôles dans des sociétés concurrentes et sait qu'un sujet spécifique est sensible. Troisième possibilité, plutôt les délais écoulés, puisque, comme vous le savez tous, en matière douanière, le délai de reprise est de 5 ans. Donc, 5 ans, c'est le délai au cours duquel la douane a la possibilité de vous contrôler. Attention, c'est 5 ans, date à date. On ne parle pas de 5 années. Souvent, on a cette confusion. C'est 4 années plus 5, ou l'année en cours plus 4, ou l'année en cours plus 5. C'est 5 ans, date à date. L'administration des douanes exerce un contrôle dans vos locaux. Imaginons qu'elle vienne vous contrôler le 16 décembre. J'espère ne pas vous porter la poisse, mais la douane arrive le 16 décembre 2024. Elle peut remonter 5 ans en arrière, à compter du jour de l'initiation du PV. Il y a quelques particularités de procédure sur le départ du délai de prescription, mais retenez 5 ans date à date. Donc, c'est la troisième raison. Les trois raisons pour l'initiation d'un contrôle douanier, donc je le rappelle, en partant par la fin, les délais, 5 ans écoulés, et donc, comme vous n'avez pas été contrôlé depuis 5 ans, l'administration revient faire un tour. Deuxième raison, des contrôles qui s'opèrent sur la place sur un certain secteur et un certain sujet. Troisième raison, la sensibilité de vos flux. Ces trois raisons-là, qui peuvent être à l'origine d'un contrôle douanier, elles ne sont évidemment pas exclusives. Il y a aussi d'autres raisons qui sont plus anecdotiques, mais ça peut être
Une dénonciation, ça arrive, un concurrent qui estime que vous n'êtes pas assez taxé ou que vous utilisez un code douanier qui est le mauvais parce que vous n'êtes pas taxé alors que lui est taxé. C'est la dénonciation. Ça peut être aussi une vérification. Vous avez eu une infraction dans le passé et la douane revient à vérifier si tout est désormais correctement effectué. Ça peut être également, bien sûr, un simple contrôle de routine. Voilà, l'administration n'a pas particulièrement de raison de venir, mais ils viennent exercer le droit de contrôle, puisque c'est un droit de l'administration en venant vous voir. Voilà, l'ensemble de ces raisons-là, qui encore une fois ne sont pas exhaustives, l'ensemble de ces raisons peuvent être à l'origine d'un contrôle. Gardez en tête que ce n'est pas tellement la raison qui importe, ou pourquoi est-ce qu'ils viennent, c'est vraiment ce qu'ils vont chercher. Et en général, alors je ne sais pas si l'administration est présente aujourd'hui, mais l'administration a un travail de contrôle qui est intelligent, qui est réfléchi. Et donc, ce qui est désagréable lorsqu'on est du côté de la société contrôlée, c'est d'avoir effectivement l'impression que l'administration cherche quelque chose, qu'elle sait déjà ce qu'elle cherche, et que vous-même êtes plutôt dans un mode réactif que par anticipation. Donc, on a coutume de dire, ça clôture cette forme d'introduction sur pourquoi un contrôle douanier, on a souvent coutume de dire que, en fait, le contrôle douanier, lorsqu'il débute, c'est souvent déjà trop tard. Trop tard dans le sens où, effectivement, l'administration sait déjà ce qu'elle cherche. Ceux qui l'ont vécu doivent, j'imagine, voilà, se rappeler des souvenirs. Voilà, donc ces sujets, ce que je disais, les sujets classiques, valeur, classement, origine. Pourquoi? Parce que c'est les sujets qui donnent lieu à une dette douanière. On a mis des petites images. Ce qui est problématique, les frais de transport, pensez bien à les réintégrer dans la valeur en douane. Les frais de moule, vous avez vu, on a beaucoup d'humour, c'est pour ça qu'il y a une assiette de moule à côté. Voilà, pareil, pensez bien à les réintégrer. Même chose pour les redevances, les commissions, ça c'est dans la valeur en douane. Pour les codes douaniers, attention, si vous utilisez des codes exonérés, effectivement, c'est que potentiellement, vous devriez peut-être utiliser un code taxé et vous tromper de code. C'est une hypothèse. Et enfin, attention également au sujet origine, notamment l'origine préférentielle. Et je crois, Anaïs, si tu fais tout en haut à gauche, là, tu as un truc à partir de la diapositive actuelle. J'ai l'impression que ça devrait passer ça en plein écran. Ouais, peut-être pas. Mais bon, en tout cas, on voit déjà un écran, c'est compte tenu de là où on vient, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est les sujets sur lesquels il y a des contrôles. Ce n'est pas les seuls sujets. Vous pouvez être contrôlé sur les régimes suspensifs, effectivement, évidemment, si vous en avez. Vous pouvez être contrôlé sur vos procédures de dédouanement, etc. J'ai vu que Mathieu a mis un commentaire super opportun parce que je le partage. Valeur en douane, alors bon, tous les sujets sont contrôlés, hein, comme j'ai dit, mais valeur en douane, c'est quand même le gros sujet du moment de l'administration. Redevance, énormément de contrôle. Frais de moule, énormément de contrôle également. Bon, frais de transport, c'est un peu plus simple. Comment est-ce que la douane contrôle ça? C'est assez facile, finalement. D'ailleurs, j'ai fait la démonstration. J'étais dans une société hier. J'avais face à moi un DAF qui avait commencé par me dire, nous, on ne fait pas d'exportation. On travaille uniquement avec l'Europe. Et dans l'Europe, il me disait, on a des flux vers la Suisse et le Royaume-Uni, donc aucune exportation. Bon, déjà, il y avait un problème de compréhension. En général, plus on monte haut dans la hiérarchie, moins ils comprennent la douane. Mais donc là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, on s'est rendu compte que souvent les DAF, les comptables, n'ont pas forcément connaissance de ces sujets. Et donc, ils ne pensent pas à vous en parler. Ils ne pensent pas à vous en parler, alors que pour autant, pensez à faire, surtout on est en fin d'année, donc ça vaut le coup de le faire, pensez à faire une fois par an, d'aller passer une petite tête chez votre comptable, en lui posant des questions simples. Si vous commencez à lui parler de valeur en douane, ça ne va pas forcément marcher, mais vous lui amenez un petit croissant un matin et vous lui dites, tiens, est-ce qu'on pourrait regarder ensemble les comptes d'immobilisation, par exemple, voilà, ou redevance. Il y a un compte qui s'appelle immobilisation, dans lequel il y a une ligne, en général, moule de production, ou même une immobilisation, en général, ça peut être un moule. Et donc, pour l'administration, c'est très simple d'aller voir le comptable, de poser la question, de regarder l'extrait de compte et de voir dans la ligne immobilisation. Deuxième question que va poser l'administration, ah, vous avez des immobilisations, qu'est-ce que c'est? Donc, le comptable, tout content de pouvoir apporter une réponse, va dire
Eh bien, ce sont des moules de production. Très bien, l'administration répondra: vos moules de production, est-ce que vous les communiquez à, à vos fournisseurs? Oui, tout à fait, nous les communiquons à vos fournisseurs. Troisième question, en êtes-vous propriétaire? Oui, nous restons propriétaires, ce qui se passe dans la majorité des cas. La douane a donc la démonstration avec ces 3 questions que les frais de moule devraient être réintégrés puisque vous avez communiqué des moules à titre gratuit à vos fournisseurs, vous en restez propriétaire et ces frais ne sont a priori pas réintégrés dans la valeur en douane déclarée. Voilà, c'était un petit focus, merci de passer au slide suivant. C'était un petit focus pour vous dire attention, les contrôles douaniers c'est simple, c'est des questions simples posées à d'autres personnes de la société qui n'ont pas forcément conscience du risque qui est pris. Donc gros sujet actuellement sur la valeur, allez voir vos comptables, posez les questions qui vont bien. S'ils ne vous écoutent pas, parce que malheureusement, on va dire nous, externes, la même chose que vous en interne, mais pour une raison qui m'échappe, ils vont plus nous écouter nous. On a fait il y a 2 semaines d'ailleurs un exercice très amusant à la demande d'un directeur général, via son responsable douane avec lequel on travaille. On a fait un vrai faux contrôle douanier. Voilà, on est arrivé dans la société, le responsable douane a appelé le comptable en disant on a un contrôle douanier, sans préciser que c'était un contrôle douanier à blanc. Et donc, on a posé les questions que pose l'administration. En quelques instants, on a toutes les réponses qu'on n'a jamais eues pendant des années. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous pensez que c'est utile de le faire avec des externes, on peut vous aider, mais n'hésitez pas à le faire. Donc, ce que l'on voit dans le slide suivant, c'est un peu ce que j'expliquais en introduction avant qu'Anaïs brillamment réussisse à mettre les slides, ce que j'ai jamais réussi à faire malgré mon beau pull de Noël. Donc, voilà, ce qu'on voit, c'est Clint Eastwood, effectivement, vous connaissez tous Le Bon, la Brute et le Truand. Un contrôle douanier, ça peut démarrer un peu de la même manière. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. L'objectif, c'est que la douane arrive avec un pistolet chargé. C'est pas du tout qu'ils sont là pour vous faire du mal. C'est plutôt que c'est le rôle de l'administration que de contrôler. Votre objectif à vous, c'est de savoir déjà comment vous répondez, quelles sont les problématiques et d'anticiper. Donc au slide suivant, avec les petites flèches, on voit pourquoi un contrôle douanier est initié. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit qui contrôle, qui contrôle, qui est concerné. Tout le monde est concerné, même les importateurs, même les OEA, et a fortiori lorsqu'on est OEA, l'administration pourrait vous dire vous devez connaître ces sujets, vous n'auriez pas dû vous tromper. Marchandises sensibles, évidemment. 2 types de contrôle, SRE, DNRED. SRE, service régional d'enquête, ou le bureau local. DNRED, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Si c'est la DNRED qui vient, mauvais signe, parce qu'ils contrôlent au national. Donc, ils ont vu qu'il y avait un souci au Havre avec un importateur de jouets. Et donc, vous êtes importateur de jouets à Marseille, ils vont venir vous voir. Il y a aussi évidemment les bureaux, c'est ce qu'on appelle le contrôle de routine au dédouanement. Ce qui pose problème, c'est plutôt le contrôle a posteriori, ce que vous voyez tout en bas à droite du slide, plus problématique qu'au dédouanement, puisque au dédouanement, ça peut être, effectivement, il peut y avoir des blocages, mais ça peut être un contrôle de routine, alors que a posteriori, ça veut dire qu'ils savent déjà qu'ils cherchent quelque chose et qu'ils vont rester plusieurs mois ou années à vérifier. Souvent, on a un contrôle de routine. On nous dit c'est pas le bon code douanier que vous avez utilisé, vous nous devez 500 € de droits de douane. On va accepter en se disant effectivement ça débloque la marchandise, sauf que l'administration du coup va se dire tiens, s'ils se sont trompés là-dessus, ça veut dire que depuis 5 ans ils se trompent sur ce code douanier et donc vous allez avoir un contrôle a posteriori. C'est ce contrôle-là qui peut être problématique. Au slide suivant, on va le passer vite parce que c'est comment est-ce qu'un contrôle est initié, c'est ce que je vous disais en introduction avant qu'on ait les slides. Voilà, les délais, le plan de contrôle. Il y a un plan national de contrôle. Il travaille intelligemment. Voilà. Toujours au slide suivant, on a rattrapé un peu notre retard du démarrage et encore navré pour ça. Les pouvoirs de l'administration. Alors, très important, puisque, comme vous le savez, l'administration des douanes a des pouvoirs très étendus. C'est une des seules administrations qui a le droit de port d'armes. Je rappelle ça pour dire d'où l'on vient. Ça ne veut pas dire que le douanier qui vient vous contrôler a une arme, pas du tout, mais ça veut dire que c'est une administration de contrôle. L'administration a plusieurs missions, et dans une de ces missions, elle a effectivement une mission fiscale, récolter de l'argent, et de contrôle, protéger des consommateurs. Il y a aussi une mission de conseil, ça fait un peu paradoxal et schizophrène.
Mais effectivement, vous pouvez avoir ce risque de contrôle qui peut s'avérer. Je voyais que Christelle disait le port d'armes, c'est pas pour les douaniers dans l'entreprise. Oui, heureusement, c'est plutôt le douanier que vous croiserez au poste frontière, par exemple, lorsque vous traversez de la Suisse à notre chère région. Voilà. Mais effectivement, alors tiens, un petit point important, donc les douaniers qui viennent en entreprise, bien sûr, n'ont pas d'armes. En revanche, ils doivent être voilà, habilités, avoir à minima leur carte professionnelle. C'est une parenthèse, mais il y a eu récemment quelques faux contrôles douaniers, alors plutôt dans des bijouteries. Des douaniers qui viennent contrôler, vous savez que la douane contrôle les livres de police, etc., des bijoutiers. Bon, là, évidemment, vous voyez la technique, hein, on est dans Arsène Lupin. Mais effectivement, quand un douanier vient vous voir, bah, ça nous rejoint avec le slide qu'on a sous les yeux. Quand un douanier vient vous voir, il vient en exerçant un droit de l'administration et donc il doit vous prévenir, vous informer du droit qu'il exerce et vous êtes vous-même en droit de solliciter effectivement la carte professionnelle du douanier pour être certain que c'est un vrai douanier. Bon, attention à ne pas trop les embêter non plus parce que ça peut être une opposition à fonction. Et donc les pouvoirs que l'on a sous les yeux là, de la douane, bah, le droit de visite des marchandises, des moyens de transport, le droit d'accès aux locaux, la prise en compte des documents, le droit d'exercer des auditions libres. Alors on dit libre, mais ça n'a rien de libre, hein. L'administration vous pose des questions auxquelles vous devez répondre, les visites domiciliaires, etc. Lorsque l'administration vous contrôle, généralement elle utilise l'article 65, le droit de communication, qui est un droit selon lequel l'administration vous demande des documents et vous devez, puisque là pour le coup c'est un devoir, vous devez communiquer ces documents. Alors vous avez le droit de dire que vous avez besoin d'un délai si vous ne les avez pas tout de suite, vous avez le droit de demander un délai pour vérifier la réponse. C'est un des premiers conseils qu'on vous donne là aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux dire je ne suis pas certain, je dois vérifier, plutôt que de dire tout et n'importe quoi. Pour des raisons qui nous échappent encore une fois, comme quand on se fait contrôler par la police au bord de la route, on a toujours un petit moment de stress alors qu'on n'a rien à se reprocher. Et du coup, ce moment de stress souvent nous amène à dire des choses, trop de choses. Un contrôle douanier, on vous pose des questions, vous répondez aux questions et vous en tenez aux réponses. C'est factuel et c'est pas la peine de raconter toute la vie de la société. On a encore eu récemment, et ça reste dans des PV, donc c'est important. On a encore eu récemment effectivement des, des réponses à un enquêteur qui vous demande si vous avez des importations de produits d'origine chinoise, par exemple. Et la réponse est de dire oui, oui, et d'ailleurs, on n'est pas très sûr de notre traitement sur les droits anti-dumping. Bon, voilà, vous n'êtes pas dans l'obligation de pousser les réponses à ce niveau-là, bien évidemment. Voilà pour les pouvoirs de l'administration. Et donc, vous avez également des droits, j'y reviendrai après. Mais d'abord, je voulais évoquer les grandes étapes d'un contrôle de l'administration. Les grandes étapes, finalement, sont assez simples. Initiation du contrôle, vous n'êtes pas forcément prévenu au préalable, contrairement à certains contrôles, notamment en matière fiscale. L'administration n'a pas l'obligation de vous prévenir et de vous informer du démarrage dans quelques semaines d'un contrôle douanier en vous disant, par exemple, nous allons contrôler ce type d'opération. Effectivement, comme dit Mathieu, moins on en dit, mieux on se porte. C'est un bon résumé de ce qu'on disait. Mais effectivement, voilà, l'administration n'est pas obligée de vous prévenir à l'avance. En revanche, lorsqu'elle intervient, elle exerce ce droit. Donc, elle vous prévient en principe, maintenant, elle vous prévient de les raisons qui la poussent à contrôler, ce qu'elle va contrôler, les raisons pour lesquelles, effectivement, elle contrôle. Et également, dans certains cas, l'administration sera amenée à vous donner un plan de contrôle, voilà, des délais spécifiques dans lesquels vont s'exercer le contrôle. On passe ensuite à la phase donc d'enquête qui peut durer quelques temps. Et à l'issue de cette enquête, au cours de laquelle il y aura des PV, vous avez un avis de résultat d'enquête. Cet avis de résultat d'enquête, c'est ce qu'on appelle la phase contradictoire, le droit d'être entendu. C'est tout simplement, l'administration vous dit, voilà, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, quelques jours
que j'exerce ce contrôle. Voilà les constatations que j'opère aujourd'hui. Vous vous êtes trompé sur tel code douanier, telle origine, telle valeur, peu importe. Et ça constitue une contravention au titre de tel article. Vous avez 30 jours pour me présenter vos observations sur cette infraction potentielle. Ça, c'est résumé dans ce qu'on appelle donc un avis de résultat d'enquête. Et oui, le support sera diffusé. Avis de résultat d'enquête qui donc constitue la phase phase contradictoire. À l'issue de la phase contradictoire, vous voyez sur le slide qu'on a sous les yeux, il y a donc la notification d'infraction. Notification d'infraction, c'est-à-dire que l'administration, par un procès verbal de notification d'infraction, va vous dire officiellement ce que l'on vous reproche. Avant cette notification d'infraction, on est dans le contradictoire. Vous pouvez toujours convaincre l'administration en apportant des éléments concrets de nature à convaincre l'administration que l'infraction n'est pas avérée. Ou alors, très souvent, vous allez répondre qu'effectivement, vous constatez une erreur, mais vous allez pouvoir l'expliquer, rappeler votre bonne foi. Christelle, j'ai vu le droit à l'erreur, je vais en dire un mot. Votre bonne foi et éventuellement donner les éléments contextuels. Après la notification d'infraction, on voit sur la suite du slide, vous avez 3 possibilités. Là, on passe dans la phase contentieuse. Soit l'administration va vous citer à comparaître devant le tribunal correctionnel, c'est donc une action pénale. En parallèle, l'administration peut introduire une phase de recouvrement, avis de mise en recouvrement. Et donc ça, vous allez recevoir un AMR et on vous demande de régler la somme qui a été notifiée. Troisième possibilité, la transaction. Pourquoi ces possibilités sont mises les unes sur les autres? À la fois parce qu'elles sont alternatives, mais elles peuvent être cumulatives. Vous pouvez être au pénal et ce qu'on appelle au civil, c'est-à-dire vous allez avoir un contentieux, est-ce que la dette doit être payée, et un contentieux, est-ce que vous devez avoir des pénalités? C'est-à-dire est-ce qu'on considère que vous avez, en plus des droits, des pénalités à payer? Et vous pouvez également annuler ces 2 actions par une transaction. C'est un pouvoir de l'administration qui a la possibilité de vous proposer une transaction lorsqu'elle estime qu'elle n'a pas besoin d'exercer une action pénale. C'est très important de rester 2 minutes sur ce slide et de garder en tête. Ces actions peuvent être alternatives ou cumulatives, mais ça veut dire que la procédure douanière est une procédure pénale à l'issue de laquelle vous aurez éventuellement une dette douanière plus éventuellement des pénalités qui seront infligées soit par un magistrat tribunal correctionnel, soit au cours d'une transaction. Et le contentieux sur le recouvrement, il peut donner lieu à une action devant le tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation, etc. Donc ça veut dire que vous avez vraiment 2 actions judiciaires, tribunal judiciaire pour la dette douanière et éventuellement tribunal correctionnel pour les pénalités. Ce n'est pas obligatoire qu'il y ait les 2, il peut y avoir l'un ou l'autre, ou les 2, et tout cela peut se terminer par une transaction avec l'administration qui a la possibilité de vous le proposer, mais ce n'est pas un droit. Vous n'avez pas le droit de dire « je veux transiger », c'est l'administration qui décide. Alors, quels sont les risques douaniers, puisqu'on a parlé effectivement de la procédure? Les risques, premièrement, paiement des droits de douane et TVA éludés. Ça, c'est ce qu'on appelle le redressement. C'est la première ligne du slide que vous avez sous les yeux. Deuxième possibilité qui s'additionne, vous avez vu qu'on a mis un petit plus en rouge. Deuxième possibilité qui s'additionne, les pénalités. Et là, les pénalités, elles sont fixées par le Code des douanes ou par le CGI pour ce qui concerne les contributions indirectes. Et il y a des seuils, il y a des barèmes qui sont fixés, 1 à 2 fois le montant des droits éludés pour l'article 411. On verra juste après à quoi correspondent ces articles. Et vous voyez qu'avec le 414, troisième bullet point, c'est 1 à 2 fois la valeur de l'objet de fraude, c'est-à-dire la valeur des marchandises. Imaginez que vous êtes redressé sur 5 ans et que l'administration utilise l'article 414. Encore une fois, je reviendrai après sur cet article. Votre risque, en plus du paiement des droits de douane, de la dette douanière, donc droits de douane et TVA à l'importation éludés, ça sera éventuellement 3 fois la valeur des marchandises importées sur 5 ans. C'est colossal, ça n'arrive jamais, mais c'est un risque, au même titre que vous avez un risque d'emprisonnement qui, encore une fois, ne se produit jamais, rarement, pour pas dire jamais,
en entreprise. S'ajoutent à ça les intérêts de retard. Donc je rappelle, dette douanière, pénalité, plus intérêts de retard, qui sont fixés également là par les textes, avec des taux qui varient en fonction des taux de la Banque Centrale Européenne. Et donc tout cela vient s'ajouter. Il n'y a pas de négociation possible sur la dette douanière. Donc les droits de douane, TVA à l'importation éludés. Si l'administration dit « je considère que vous avez fraudé et que vous auriez dû payer 100 000 euros de droits de douane que vous n'avez pas payé », il n'y a pas de négociation. Vous pouvez gagner, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à remporter le dossier, que ce soit de manière contentieuse ou contre la douane, parce que vous avez de bons arguments, mais ça ne sera pas ah oui, bah, tiens, on a qu'à transiger, plutôt que de payer 100 000, vous payez 30 000 et on arrête. La dette douanière ne se négocie pas. Par contre, les pénalités, ce que l'on voit en dessous, les pénalités, effectivement, dépendront du contexte. Alors, il y a un seuil voilà, qui est fixé là par les articles, mais l'administration a le pouvoir de moduler ce seuil en disant bah, j'estime que vous êtes de bonne foi, que c'est la première fois, ou au contraire que c'est une récidive et que c'est intentionnel, vous saviez qu'il y avait une problématique et vous avez fraudé. Dans ce cas-là, les pénalités seront plus ou moins élevées, ce qui introduit une forme de négociation, entre guillemets. Et enfin, les intérêts de retard peuvent être réduits ou annulés dans le cadre de ce que l'on appelle le droit à l'erreur, dont parlait Christelle tout à l'heure. Donc, le droit à l'erreur ne vous permet pas de ne pas payer de droits de douane que vous auriez dû payer. Ça ne marche pas. Le droit à l'erreur ne vous permet pas non plus de ne pas avoir de pénalité, bien qu'il peut être invoqué pour négocier à la baisse les pénalités. En revanche, le droit à l'erreur, dans certains cas, peut vous permettre de négocier les intérêts de retard. Voilà, là, c'est important de rester là-dessus, parce qu'il y a une grande confusion où on a, encore une fois, souvent haut dans la hiérarchie, parce qu'ils ne comprennent pas notre matière, qui pourtant est l'une des plus stratégiques de l'entreprise. C'est un autre débat. Très souvent, on nous dit, oui, ben donc, on va être redressé au titre des droits de douane, mais c'est la première fois, donc on fera droit à l'erreur. Droit à l'erreur, ça ne permet pas de négocier la dette douanière. De la même manière, d'ailleurs, plus on monte haut dans la hiérarchie, plus on nous dit oui, mais nous, on n'est pas responsable puisqu'on a pris un représentant en douane. L'importateur-exportateur est toujours responsable, même s'il a un représentant en douane. Il ne faut pas se cacher toujours derrière le représentant en douane. Il peut y avoir des cas dans lesquels on engage sa responsabilité, mais c'est des cas relativement rares. Et donc, en tant qu'importateur-exportateur, vous devez connaître et maîtriser votre gestion douanière. Donc voilà pour la partie du risque. Et dans les risques, on évoquait simplement le fait que l'administration, comme je l'ai dit, a ce pouvoir de transaction qui est donc la possibilité de transiger avec vous et donc de vous proposer, dans le cadre d'une transaction, des pénalités fixes qui peuvent être de 0 au maximum légal. Ces pénalités, enfin cette transaction, pardon, elle vient clôturer le dossier. C'est-à-dire à partir de ce jour-là, il n'y a plus d'action possible de la part de l'administration et vous ne pouvez pas, vous non plus, ensuite de revenir en arrière. Ça a autorité de force jugée. Vous avez transigé, vous avez signé. Alors, quelles sont les infractions qui donnent lieu à ces pénalités? Eh bien, on a à la fois des contraventions et des délits, donc droit pénal. Je rappelle, le droit douanier, c'est du droit pénal. C'est important, j'insiste un peu là-dessus, parce que celui qui est responsable aux yeux de l'administration, c'est le représentant légal. Et encore une fois, bien souvent, il l'ignore, mais le représentant légal est responsable et donc porte une responsabilité pénale. Plusieurs types d'infractions, les contraventions, les délits. Je m'arrête simplement rapidement là, sur quelques articles. On va pas, les articles, vous n'avez pas vous pouvez les apprendre et les lire si vous voulez ce week-end ou pendant les vacances de Noël, mais globalement, on a les articles 411, 412 que vous avez là. Par exemple, une fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, article 412, avec les sanctions qu'on voyait au slide d'avant, ou le 414, dont je parlais tout à l'heure, celui qui prévoit des pénalités de 2 fois la valeur des marchandises. Eh bien, ce 414 sont donc des importations, exportations sans déclaration, par exemple, ou lorsque ce sont des importations, exportations avec une intentionnalité, c'est le dernier bullet point, tout fait intentionnel, de fausses déclarations. Donc, vous déclarez une mauvaise origine.
Si c'est intentionnel, vous êtes dans le 414. Attention, parce que la notion d'intentionnalité, ça ne veut pas dire que vous avez écrit un schéma pour dire je vais faire exprès de déclarer une origine préférentielle alors que je n'en ai pas pour ne pas payer de droits de douane. Mais une intentionnalité, ça peut être matérialisé par le fait que la douane vous avait prévenu qu'il y avait ce risque. Vous aviez déjà été sanctionné pour ce risque dans le passé. Votre RDE vous a dit attention, votre origine elle n'est pas certaine. Quelqu'un dans l'entreprise savait. Vous aviez un moyen de savoir. En fait, il faut bien comprendre que l'intentionnalité, ce n'est pas que super, je vais frauder. Ça peut être aussi je ne porte pas un intérêt à une fraude que j'aurais dû connaître. Donc c'est très large. On voit ensuite au slide d'après, et merci beaucoup encore une fois Anaïs, les prescriptions, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, 5 ans, date à date pour ce qui concerne les droits de douane, 3 ans pour la TVA à l'importation. Bon, il y a les prescriptions pénales qui peuvent aller jusqu'à 6 ans, voire 10 ans dans certains cas. Je ne reviens pas là-dessus, mais gardez en tête le délai de 5 ans, c'est le plus important. Effectivement, ensuite, ce qui concerne les tribunaux, le tribunal judiciaire est compétent pour les affaires douanières. Et donc, tribunal judiciaire, c'est ce qu'on appelait autrefois le TGI, tribunal de grande instance. C'est prévu par le Code des douanes. Vous êtes obligé d'avoir un avocat pour vous défendre. Alors, j'allais dire tant mieux pour nous, mais voilà, gardez en tête, vous ne pouvez pas aller devant les tribunaux en matière douanière sans avocat. C'est ce qu'on appelle une procédure écrite. On fait des conclusions. Alors, c'est des trucs d'avocat, donc malheureusement, c'est très très long. Mais on essaie de faire de plus en plus court, mais c'est toujours trop long. Mais donc, des conclusions écrites. On s'échange des conclusions, parfois pendant plusieurs mois. Et puis voilà, le tribunal judiciaire qui est compétent, c'est celui dans lequel est situé le bureau de douane ou le service qui vous redresse. Pardon. Voilà pour les tribunaux. La transaction, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un article du Code des douanes qui dit l'administration a la possibilité de transiger plutôt que d'aller devant les tribunaux. Ça peut intervenir à tout moment. Parfois, on a des transactions entre la première instance et la cour d'appel, donc entre le tribunal judiciaire et la cour d'appel, parce que la société a perdu, par exemple, ou la douane a perdu, et on se dit, bah, tiens, plutôt que d'aller plus loin, transigeons. Ça a un effet définitif, je l'ai déjà dit, et donc il y a toujours cette pression, cette forme de pression, puisque vous allez devoir expliquer à votre hiérarchie, on a un contentieux douanier, 100 000 euros. Si on transige avec la douane, on paye tout de suite les 100 000 euros et on aura une pénalité très faible, ou alors on va au contentieux, on n'est pas sûr de gagner les 100 000 euros à la fin, ça va nous durer 3 ans et on ne sait pas quelle sera la pénalité. Ben voilà, souvent, vous avez plutôt tendance à vous dire transigeons pour gagner du temps. Alors, qu'est-ce que vous devez faire en cas de contrôle? Avant le contrôle, c'est simple. Alors, vous avez vu, on a cité ce fameux film La haine. C'est l'histoire de celui qui tombe du 50e étage et puis tout au long de sa chute, il se dit jusqu'ici tout va bien. Et donc l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. C'est la même chose avec un contrôle douanier. Vous avez un contrôle qui commence. Ok, on en prend acte. Attention à, encore une fois, pas dire n'importe quoi. Mais ce contrôle douanier, vous pouvez en maîtriser l'issue. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant un contrôle douanier? Lorsque ça débute, souvent c'est déjà trop tard. Donc, avant, on essaye d'anticiper. Hein, c'est l'empereur Napoléon qui disait anticiper, c'est vaincre. J'ai réussi à le placer. Donc, anticiper, c'est vaincre. Ça veut dire que faites des audits, allez voir vos services tous les ans ou plus si vous pouvez, former les équipes. N'hésitez pas d'ailleurs à vous dire tiens, en interne, comment on fait s'il y a un contrôle douanier demain? Qui répond? Comment est-ce qu'on gère ça? Dans quelle salle on met dans quelle salle on met les douaniers? Qui va leur répondre? Qui va être à leur disposition? Quels documents on va mettre à leur disposition? Etc. etc. Donc ça c'est très important tout simplement parce que un contrôle douanier, voilà, ça se gère dès les premières minutes. Communiquer en interne pour prévenir un petit peu voilà, chacun et éventuellement poser les bonnes questions. On a certains clients qui font le café du douanier, l'apéro du douanier, voilà, pour expliquer un peu cette matière. Assurer une veille, parce que souvent, on se rend compte que les choses qui vont nous être reprochées, c'est une réforme d'il y a 3, 6, 8 mois, 1 an qu'on n'a pas suivi. Et puis, pensez à contractualiser avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec le RDE.
des contrats sur les aspects douaniers pour dire qui est responsable de quoi. Là, on était dans l'anticipation avant le contrôle. Slide suivant, pendant le contrôle, vous allez voir que dans ces cas-là, on se dit, merci beaucoup Anaïs, dans ces cas-là, pendant le contrôle, comprendre pourquoi les enquêteurs sont là. C'est le plus important. Comprendre pourquoi les enquêteurs sont là. On n'a pas la même, on cite la fameuse phrase, hein, on n'a pas la même passion, c'est plutôt l'inverse, on a la même passion, on n'a pas le même maillot. Les douaniers, ça doit être aussi des gens qui sont là pour vous aider. Hein, je rappelle, on le disait tout à l'heure, la douane a une mission de conseil, mais aussi au cours d'un contrôle. Voilà, ils peuvent aussi vous dire, ça, attention, vous l'avez mal fait, voilà comment il faut le faire. Et donc, il faut comprendre pourquoi ils sont là. Il faut coopérer. Coopérer, c'est très important. Il ne faut pas non plus, effectivement, se dénoncer ou faire des aveux farfelus, mais c'est important de comprendre pourquoi ils sont là. Et pourquoi? Parce qu'on va pouvoir éventuellement axer notre défense. Donc, on ne se précipite pas, on peut demander à être assisté, on peut demander des délais, on peut prendre le temps de la réflexion, on peut répondre de manière très factuelle, on ne fait pas d'interprétation, ça peut arriver. Que pensez-vous de telle règle douanière, de tel article? Voilà, vous pouvez répondre, je ne suis pas juriste, donc laissez-moi réfléchir. Et effectivement, comme le dit aussi Mathieu, si vous sentez un moment que ça vous échappe, que l'administration insiste sur un point, etc., vous avez tout à fait le droit de dire, écoutez, moi, je ne suis pas compétent pour répondre à ces questions-là, je préférais être accompagné. Vous avez le droit d'avoir un avocat, j'en ai parlé tout à l'heure. Signer ou pas signer un PV, ça ne change rien. De toute façon, les PV ont une force probante. Par contre, vous pouvez faire des observations. Ça, c'est important. Il y a une case à la fin des PV, observation de la personne contrôlée. Et vous pouvez parler de votre bonne foi, de ce que vous avez fait, de votre interprétation à vous. La douane, voilà, est votre allié. N'ayez pas peur. Hein. Vous êtes là normalement pour coopérer. Et puis, vérifiez bien les PV, qu'il y ait bien les bonnes mentions, etc. Un seul interlocuteur, un lieu déterminé, j'en ai déjà parlé. Après le contrôle, dernier slide sur ces contrôles, faites un compte rendu, communiquez en interne, c'est très important parce qu'on se rend compte que généralement, on attend l'avis de résultat d'enquête, c'est-à-dire quand la douane dit voilà ce que je vous reproche, et donc ça fait 6 mois qu'ils sont là, et là d'un coup, on va dire oula, mais ils nous reprochent tout ça avec tel montant, il faut que je prévienne ma hiérarchie, il faut que je prévienne mon avocat éventuellement, et c'est souvent trop tard. Il faut prévenir dès le début en faisant des comptes rendus. Parce que si c'est dès le début, déjà, ça prépare tout le monde. Et en plus, on peut préparer les arguments en retour. 30 jours, c'est très rapide. Le jour où la douane vous dit voilà ce que je vous reproche, vous avez 30 jours pour répondre, c'est extrêmement rapide. Donc, il faut se préparer, il faut communiquer dès le début, bien informer les managers, analyser la situation et éventuellement définir un plan de mesures correctives parce que l'administration appréciera le fait que vous ayez mis en œuvre tout de suite des mesures correctives si vous étiez à défaut. Donc voilà pour ces avant, après, pendant le contrôle, avant, pendant et après. Là, on a quelques arrêts, on ne va pas tous les regarder, je te rassure Anaïs, je vais tu dérouler. On ne va pas tous les regarder, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des décisions de justice qui sortent en matière douanière. On en défend la plupart. Hein. Certaines des décisions que vous allez avoir sous les yeux sont des arrêts des affaires qu'on a défendues nous-mêmes. Ces affaires-là, elles ont vocation à vous démontrer, à rappeler des règles et à vous démontrer aussi quels sont les sujets du moment. Par exemple, cette année, on a eu plusieurs arrêts, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi Bobigny, Marseille, les tribunaux. Dans ces cas-là, il y a des décisions et qui rappellent des grands principes. En l'occurrence, là, en matière de classement tarifaire, je ne vais pas vous lire toute slide, vous l'aurez après pour savoir quelles étaient exactement les affaires concernées. Mais là, dans ces décisions, on a rappelé les grands principes du classement, tout simplement, pour dire on classe selon les caractéristiques techniques, éventuellement avec la destination. Voilà, la destination, ça peut être un indice du classement tarifaire. On va garder la position la plus spécifique si on hésite entre deux. Ou encore, on prend bien en compte les caractéristiques techniques au moment du dédouanement, mais pas ce qui pourra être fait après. Voilà, ça, c'est des grands principes de classement rappelés par des jurisprudences de l'année. On en a cité les références. Si vous avez des doutes sur vos classements, allez les consulter. Alors, les jurisprudences, le problème, c'est que c'est souvent 20 ou 30 pages. Bon, là, on les a résumés en quelques bullet points. Petite parenthèse de pub, entre guillemets.
on réalise tous les mois et on le publie, une veille de tous les arrêts qui sont sortis. Et donc, enfin, tous les arrêts intéressants, parce qu'il y en a qui ne servent à rien. Et donc, les arrêts intéressants, effectivement, on va dire, voilà ce que dit cet arrêt en quelques bullet points comme vous l'avez là. Et donc, tous les mois, cette veille, elle est très instructive. Donc ça, c'était en matière de classement tarifaire. Voilà, au cours de l'année, on a rappelé les grands principes. Et Anaïs en a envoyé effectivement l'endroit où les trouver. C'est très judicieux. Toujours en matière de classement, on a d'autres arrêts qui sont venus rappeler, par exemple, l'application des règles générales d'interprétation. Là, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail de l'arrêt, mais ça veut dire que très récemment, là c'était en septembre dernier, un arrêt qu'on connaît bien, la Cour de cassation est venue dire, voilà, quand vous classez un produit, d'abord, il y a les règles générales d'interprétation. Il faut les prendre dans l'ordre, il faut les appliquer. Au slide suivant, on voit que, par exemple, ah oui, alors Mathieu, faut-il être dans un mailing pour recevoir le résumé? Il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait aussi les diffuser via l'association. Je le note pour le proposer. C'est soit par la mailing list d'une association qui s'appelle l'Audace, que certains d'entre vous doivent connaître. Donc, vous pouvez vous inscrire à la veille douanière de l'Audace, qui diffuse notre revue des jurisprudences. Soit vous vous inscrivez sur notre newsletter, sur notre site internet, soit, pourquoi pas, j'y ai pas pensé avant, mais par l'association, ça pourrait être une bonne idée, je vais le proposer également. Voilà, et là, un nouvel arrêt sur les renseignements tarifaires contraignants en matière de classement tarifaire. Eh bien, cet arrêt vient nous dire que on peut invoquer un RTC à l'appui d'un classement, mais il faut en être le récipiendaire, il faut en être le titulaire, pardon. Donc voilà quelques grands arrêts sur le classement. Au slide suivant, on va voir là, ça peut concerner par exemple aussi la TVA à l'exportation, plusieurs arrêts de l'année intéressants. On nous a dit pour démontrer entre guillemets une exonération de TVA à l'exportation, faut conserver pendant au moins 3 ans la déclaration en mode ECS sortie, vous le saviez tous, pardon. Mais ça peut être aussi la preuve du transfert intraco dans le cadre de transferts intracommunautaires. Ça peut être aussi les documents de transport ou toute pièce justificative, voilà, qui démontre, on a une liste qui démontre que les biens ont effectivement quitté le territoire. Et dans cet arrêt, ils nous disent, si vous n'avez pas ça, alors c'est classique, encore une fois, ça rappelle des règles classiques, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez être sanctionné au titre du rappel de la TVA sur les ventes que vous avez réalisées, puisque vous n'êtes pas capable de démontrer que la vente hors taxe était justifiée par une exportation. Et enfin, quelques arrêts, mais là c'est plus pour vous alerter là-dessus, quelques arrêts de forme. Ah non, pardon, il y a d'abord TICFE, oui, effectivement, les magistrats se prononcent sur tout type de problématiques douanières. Là, en l'occurrence, sur un sujet TICFE, donc la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, CSPE, et là, effectivement, on a aussi des décisions qui rappellent des grands principes d'exonération de la TICPE. TICFE, pardon. Ces règles-là, encore une fois, ces arrêts, ils existent. Là, j'en ai cité classement parce que c'était un exemple, mais il y en a sur l'origine, il y en a sur la valeur. On va en voir un ou deux après. Il y en a aussi sur ce qu'on appelle les problèmes de forme. Et donc, c'est la partie suivante, les problèmes de forme, parce que en réalité, dans certains cas, on va remporter des affaires à cause d'une nullité ou d'une problématique de forme. Il faut que vous le gardiez en tête parce que, par exemple, dans cet arrêt d'Aix-en-Provence de mai 2024, excellent arrêt, on avait en fait un rappel de ce que doit être le contradictoire. Et donc on nous dit, le contradictoire, ça veut dire que l'administration donne sa position, vous devez répondre, et si vous apportez des arguments, des réponses, l'administration doit vous répondre. Voilà, c'est tout simple, mais ça veut dire que dans les cas où vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitiez, vous pouvez invoquer cette jurisprudence. Autre jurisprudence qui est dans celles qui suivront, vous avez également des cas dans lesquels on va rappeler, par exemple, les facultés de la société à exercer un droit d'être entendu, y compris sur des arguments nouveaux. C'est le cas de la jurisprudence que
que l'on a là sous les yeux. Vous avez aussi des jurisprudences qui vont confirmer que la société, dans certains cas, peut bénéficier d'une remise. Remise, ça veut dire que vous ne pouviez pas suspecter l'erreur qui était en cours, et cette erreur a été validée par l'administration également. Donc, vous avez le droit à la remise des droits, c'est-à-dire que effectivement, il y a une dette, mais vous ne la payerez pas. Il y a aussi effectivement des contentieux qui concernent des RDE. Et donc là, par exemple, à Papeete, donc ça nous fait voyager un peu, il y a un arrêt qui a été rendu qui dit qu'effectivement, lorsqu'un représentant en douane en fait, n'agit pas dans le cadre d'un mandat, il peut lui-même être considéré comme redevable de la dette douanière. Et enfin, on termine avec deux arrêts, mais très rapides, toujours sur le RDE, dire que là, c'était un arrêt de principe, pareil, Cour d'appel de Paris, qui dit qu'effectivement, c'est très important d'avoir une relation contractuelle entre le RDE et son donneur d'ordre qui définissent qui fait quoi, à quel moment on porte des responsabilités, etc. Et enfin, droit anti-dumping et droit de la défense, là aussi, un arrêt qui rappelait que les droits anti-dumping doivent être imposés pour protéger des sociétés européennes. Et qu'en réalité, si les droits anti-dumping sont défavorables aux sociétés européennes, ils doivent être annulés. Voilà quelques exemples. On termine avec les sujets chauds du moment, mais j'en ai déjà parlé comme étant les sujets sensibles. Valeur en douane, origine, classement, comme d'habitude, les régimes douaniers, etc. Et puis, on a mis en rouge tout en bas à droite l'export contrôle des exportations de plus en plus à la mode, avec les sanctions notamment en Russie. Et attention aux actualités qui arrivent et des contrôles qui vont s'exercer sur la déforestation. Ça a été décalé d'un an, mais ça va finir par arriver. Le MACF, dont on a déjà parlé ensemble. Et j'en termine avec un dernier mot pour dire le résumé de cette heure passée ensemble. Préparez-vous, anticipez, parce qu'un contrôle douanier, c'est rapide, ça peut faire mal et ça peut être désagréable. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est d'anticiper. Comme on le dit souvent à nos clients, si vous ne voulez pas être sanctionné par la douane, faites les choses de manière correcte. Voilà, donc c'est le maître mot de la matinée. Désolé encore pour le petit problème de démarrage des slides tout à l'heure. Merci Anaïs d'avoir pris la main. Et donc, les slides vous seront partagés. Et à une prochaine fois. Et joyeux Noël. N'oubliez pas de porter vos pulls de Noël au bureau aujourd'hui ou vendredi prochain. Voilà, merci à tous et désolé pour les 5 minutes de retard au début. Merci Stanislas pour ces explications et tous ces détails. Merci à vous aussi pour votre participation. On s'excuse platement pour les petits problèmes de PowerPoint que nous avons eus. On espère que tout a été clair pour vous. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas encore dans le chat. Et nous avons fait le tour. Et n'oubliez pas, donc, il y aura à l'avenir d'autres interventions sur le sujet douane avec donc Alpes Supply Chain qui est moteur de tous ces rendez-vous. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Et merci encore.